Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. D'abord un document sur les attentats du 11 mars en Espagne. Les autorités ont décidé de diffuser les bandes des caméras de surveillance de la gare d'Atocha. Par ailleurs, une nouvelle cellule islamiste a été démantelée la nuit dernière. Une action terroriste était, semble-t-il, en préparation à Madrid. En France, le premier rail du TGV Est a été posé ce matin. En 2007, Strasbourg ne sera plus qu'à 2h20 de Paris, un chantier de 3,5 milliards d'euros. L'ouverture du débat sur le budget 2005 avec un invité surprise, le pétrole toujours au plus haut. Nicolas Sarkozy annonce que l'État reversera aux Français les excédents de taxes liés à l'envol des prix. La gauche et l'UDF réclament, eux, un geste immédiat. Autre sujet brûlant, on en parlera, la réforme de l'impôt sur les grandes fortunes. Le tribunal de Nancy a relaxé le couple qui avait laissé un ami ivre reprendre la route. L'homme avait ensuite provoqué un accident mortel. Les juges n'ont donc pas retenu l'obligation de dénonciation. Un déclic dans le comportement des Français. La consommation des antibiotiques est enfin en baisse, moins 16% en 2 ans. Les campagnes de prévention ont porté leurs fruits. Enfin, la sortie demain d'un film événement, Genesis, la vie sous toutes ses formes, avec des prises de vue stupéfiantes. C'est la nouvelle réalisation des auteurs de Microcosmos. Pour commencer donc, direction Madrid. 7 mois après les attentats du 11 mars, la menace terroriste est toujours là. Une cellule considérée comme radicale et violente a été démantelée la nuit dernière. Coïncidence ou pas, les autorités ont diffusé quelques heures plus tard les bandes vidéo des explosions du 11 mars. Voici ces images que les Espagnols viennent de découvrir. Elles sont commentées par Jacques Cardoz avec Frédéric Crotta. Ce devait être un matin comme un autre en gare d'Atocha. Mais voilà comment ces passagers ont vécu cette explosion, puis une autre, beaucoup plus proche. Une épaisse fumée grisâtre se dégage des allées de la gare. Ici, en bas de l'image, les escalators sont pris d'assaut. La panique, l'affolement. D'autres caméras de surveillance captent ce chaos. Ahuris, certains semblent tétanisés. Ces explosions ont fait 191 morts et 1900 blessés. 7 mois après les attentats de Madrid, tous les auteurs ont été interpellés. À peine sortis de ce traumatisme, les Espagnols ont appris avec stupeur l'arrestation de 8 islamistes hier, sans lien avec les attentats du 11 mars. Interpellés à Malaga, Almeria et Madrid, ils se préparaient à commettre un attentat au camion piégé contre l'audience nationale, la plus haute instance pénale espagnole, celle du juge Baltasar Garzón. Nous l'avions rencontré il y a quelques jours. Il évoquait ses craintes sur l'état de la menace aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il faille minimiser le danger actuel. Malheureusement, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas de contact direct avec Al-Qaïda, mais qui utilisent le même mode opératoire. C'est précisément ce qui constitue le principal danger du nouveau terrorisme international. Un nouveau terrorisme que les arrestations d'hier ont brusquement fait ressurgir à la une de l'actualité espagnole. D'un terrorisme à l'autre, nouvel enlèvement en Irak. Une ressortissante britannique responsable d'une organisation caritative a été capturée à Bagdad ce matin. Enlèvement qui intervient 2 semaines après l'assassinat de Kenneth Bigley. À Londres, on se dit très préoccupé. Sur place, Laurent Boussier. Un passeport, une carte bancaire comme preuve d'identité et une vidéo de Margaret Hassan assise au bord d'un canapé. Voici donc les quelques images envoyées par les ravisseurs à la chaîne de télévision Al Jazeera. Cette fois, c'est la responsable de l'organisation humanitaire CARE qui a été prise en otage. Britannique, mais ayant aussi par son mariage la nationalité irakienne, Margaret Hassan, que l'on voit ici sur des images d'archives, vivait à Bagdad depuis plus de 30 ans. À Londres, au siège de l'ONG, c'est la consternation. Selon nos informations, Margaret est en bonne santé. La raison de son enlèvement reste inconnue et nous faisons tous les efforts nécessaires pour qu'elle soit relâchée. Pour l'instant, on ne connaît donc ni le nom, ni les motivations, ni les demandes des ravisseurs. Le gouvernement britannique assure évidemment qu'il fera tout son possible pour la faire libérer, mais 10 jours après l'exécution en Irak d'un autre otage britannique, Kenneth Bigley, les mots des responsables ont un goût de déjà entendu. Ça nous montre le genre de personnage à qui nous devons faire face, puisqu'il kidnappe une personne de cette qualité. Nous ne connaissons pas le groupe qui l'a kidnappé, donc pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose.
Ce nouvel enlèvement survient au moment où les Britanniques s'apprêtent à répondre favorablement à une demande américaine de redéploiement de leurs soldats dans le centre de l'Irak. Et cet enlèvement porte à une vingtaine le nombre d'étrangers actuellement détenus ou portés disparus en Irak, turcs, libanais, américains notamment. Rappelons que nos deux confrères, Christian Chesneau et Georges Malbruno, ainsi que leur chauffeur syrien, ont été enlevés depuis 61 jours maintenant. Un rassemblement de soutien est organisé demain, place de la Bourse à Paris, à l'initiative de Reporters sans frontières, entre autres. Ça n'est qu'un morceau d'acier, mais il a une signification particulière. Le premier rail du TGV Est a donc été fixé au sol ce matin. En 2007, le train à grande vitesse roulera à 320 km/h. Il mettra Strasbourg à 2h20 de Paris, contre 4 heures au minimum aujourd'hui. Elisabeth Esley. Ça y est, c'est fait. Geste symbolique et réussi pour le ministre des Transports. Gilles de Robien pose un rail près de Reims sur la ligne à grande vitesse qui reliera en 2007 Strasbourg à Paris. 23 ans ont passé depuis l'inauguration du tout premier TGV Paris-Lyon par le président de la République François Mitterrand. À l'époque, les trains orange filaient à 260 km/h, on les regardait passer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très beau, c'est très bien. Oui. 8 ans plus tard, les rames ont pris les couleurs de l'océan et les clients font des calculs. Je marque les temps de passage et je peux me rendre compte que nous roulons à 300 à l'heure. Je constate que nous faisons 10 km en 12 secondes. Toujours plus vite, toujours plus loin. En 1994, le TGV passe sous la Manche, c'est Eurostar. Puis, avec quelques retards dus aux réticences des riverains, il rejoint la Méditerranée. Le réseau à grande vitesse compte aujourd'hui 1500 km de ligne et transporte chaque jour 200 000 voyageurs. Un énorme succès qui a coûté très cher à la SNCF. Mais en 2004, le TGV est victime de son succès. Trouver une place le vendredi est devenu une aventure. L'avenir n'appartient peut-être plus ni à la voiture ni à l'avion. L'installation en tout cas de la voie vers l'Est va progresser au rythme de 700 mètres par jour. Un chantier énorme. Reportage Stéphane Despinois, Alain Dubas. La conquête de l'Est se fait mètre après mètre. Les diligences ont été remplacées par de vieilles locomotives et de drôles de bulldozers, mais la technique est la même. Au fur et à mesure, un vieux chemin de fer est déroulé juste à côté de la future ligne à grande vitesse pour acheminer les matériaux. Tout ça, ça va disparaître. Hein. Le TGV ne roule pas sur du bois. Pour certains pionniers, ce chemin de fer de la toute dernière génération, c'est leur 5e bébé. Ils ont commencé il y a plus de 20 ans avec le TGV Paris-Lyon. Mais cette fois, le cheval d'acier sera plus que jamais un pur sang. La qualité du travail qui est effectué par tous nos collègues, hein, c'est ça, c'est de savoir que ce train va circuler quand même à 300-350 km/h, qui est quand même en Europe déjà, qui est très bien pour nous Français, nous sommes fiers. L'électrification de la ligne à grande vitesse a démarré entre Reims et Châlons en Champagne. Au total, Réseau Ferré de France doit placer 15 000 poteaux tout au long du tracé. Actuellement, 80% des travaux de terrassement ont été réalisés entre Paris et Baudrecourt en Lorraine. Nous sommes ici justement près de la future gare Lorraine. C'est le plus long viaduc de la ligne, 1500 mètres pour franchir la vallée de la Moselle. Dans le village de Champé, l'ouvrage ne fait pas que des heureux, mais on est déjà habitué au bruit des trains dans la vallée. Par rapport à avant-hier, là, quand il passe les trains, bah, vous savez, il ne fera pas plus de bruit. Surtout qu'il passera plus vite. Au train où vont les choses, le TGV Est se lancera sur les rails pour les premiers essais dans 2 ans. Et les voyageurs verront défiler le paysage dès juin 2007. C'est parti pour le débat parlementaire sur le budget 2005, le premier et le dernier de Nicolas Sarkozy au ministère de l'économie. Premier sujet brûlant et première passe d'armes aujourd'hui, les conséquences de la hausse des prix du pétrole sur les comptes de l'État et sur les finances des particuliers. Alexandre Cara, Bernie Mériot. Ces derniers temps, il n'y a pas qu'à la pompe que l'augmentation du prix du pétrole échauffe les esprits. Au PS, on réclame toujours une baisse des taxes sur l'essence et le gazole. Vous avez, et c'est normal, servi bon nombre de professions qui exprimaient des revendications auprès de vous. Vous en avez oublié une, curieusement, la plus importante, celle des salariés. Que dis-je des salariés? Celle de tous les Français. Bien décidé à réussir la présentation de son dernier et unique budget, Nicolas Sarkozy contre-attaque. Au 1er janvier, le gouvernement redonnera sous forme de diminution de la fiscalité sur le pétrole les excédents de recettes que nous aurons engagés en 2004.
À l'Assemblée, certains voient d'abord dans cette proposition une manœuvre pour gagner du temps. Comme Clémenceau, quand il voulait enterrer un problème, disait on crée une commission. C'est un peu comme ça avec M. Sarkozy, d'autant plus qu'il parle du 15 décembre, il ne sera plus ministre. Cette idée ne doit pas être reportée dans le temps, elle doit être traitée tout de suite. Si le prix du pétrole a des conséquences sur le portefeuille des Français, il en a aussi sur le budget de l'État. Un budget qui tablait sur une croissance de 2,5% avec un baril à 37 $. À plus de 50 $, c'est près d'un point de croissance qui serait perdu, diminuant d'autant les recettes de l'État. Tout donne à penser qu'il sera plutôt vers 60 dans les mois qui viennent. Et dans ces conditions, les prévisions qui sont faites là sont complètement factices. On ne peut pas comme ça toutes les semaines, parce que le prix du baril évolue de jour en jour, modifier la préparation budgétaire du pays. Promesse reçue de Nicolas Sarkozy, mais ce sera à son successeur dans un mois d'essayer de la mettre en œuvre. Le pétrole dont les cours ont légèrement reflué pour la deuxième journée consécutive, mais qui reste à des niveaux très élevés, proches de 53 $ le baril. Autre bataille en perspective, celle de l'impôt sur les grandes fortunes. Sujet très sensible, très symbolique. Depuis plusieurs mois, les députés de l'UMP veulent en atténuer les effets de cet impôt. L'ISF est trop élevé, disent-ils. Il décourage l'activité. Le gouvernement, lui, reste extrêmement prudent. François Baudonnet, Alexandre Cara. François Mitterrand est élu... 1981, François Mitterrand, élu président, tient l'une des promesses de sa campagne. Il crée l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes. Plus de 20 ans après, l'IGF, devenu ISF, est payé par 300 000 contribuables, tous propriétaires d'un patrimoine supérieur à 720 000 €. Un impôt de solidarité sur la fortune qui concerne la résidence principale, mais pas les œuvres d'art ni les biens professionnels, sous certaines conditions. Un impôt enfin réglé aujourd'hui par 2 fois plus de foyers fiscaux qu'il y a 13 ans et que les députés de droite voudraient une nouvelle fois réformer. Ils demandent que son barème évolue avec l'inflation. 1. On ne veut pas supprimer l'ISF. 2. On veut en corriger les effets pervers. Lorsque l'ISF détruit des emplois, lorsque les gens sont censés devenir riches du seul fait de l'inflation, ça ne convainc personne et ça mérite d'être corrigé. La gauche, elle, parle de subterfuge pour réduire un peu plus encore l'imposition des plus riches. Il y a 300 000 personnes qui payent l'ISF dans ce pays. Il y a 30 000 personnes qui vont bénéficier, n'est-ce pas, de l'augmentation de la déduction pour employés de maison. Et il y a un Français sur 20 qui va bénéficier des cadeaux faits au titre des droits d'héritage. Bon, c'est quand même très clair, quoi. C'est une politique de classe, c'est pas autre chose. Mais le président de la République n'est pas favorable à une réforme de l'ISF. Ce soir, le gouvernement fait d'ailleurs savoir que sur ce sujet sensible, rien n'est encore décidé. Les députés UMP, eux, évoquent l'exemple de ces hommes d'affaires ou de ces cadres très supérieurs qui s'expatrient par milliers en Suisse, en Grande-Bretagne et même en Belgique pour échapper à l'ISF. À Bruxelles, reportage Frédéric Vion, Dominique Mas. Nous sommes à Ixelles, l'un des quartiers les plus cossus de l'agglomération bruxelloise. Le calme et la verdure à 2 pas seulement des quartiers d'affaires. Parmi ces maisons très prisées des banquiers et des diplomates, cette sympathique demeure appartient depuis 7 ans à un Français. Lotfi Belassine, ancien patron de la compagnie Air Liberté, a quitté la France lorsqu'il a constaté que l'impôt qu'on lui demandait au titre de sa fortune personnelle représentait plus que son salaire de patron. Ce n'est plus un impôt, c'est une confiscation. Donc, une mesure qui techniquement aboutit à ce que les gens payent 100% de leurs revenus ou quasiment 100% de leurs revenus en impôts n'est pas une mesure intelligente parce que nul n'est supposé être spolié de l'ensemble des revenus d'une année. Du coup, c'est à Bruxelles et non en France que M. Belassine a créé une chaîne de télévision qui emploie 80 personnes. À quelques 100 km de là, les villages proches de la frontière française sont eux aussi devenus une terre d'accueil. Derrière ces murs anonymes se cachent des grands noms de l'industrie ou de la grande distribution française qui ont trouvé ici le bonheur fiscal à quelques kilomètres seulement de Lille ou Valenciennes. Il y a deux grandes motivations fiscales qui les poussent, c'est l'absence d'impôt sur la fortune et l'absence d'impôt sur les plus-values d'actions réalisées lors de la cession de portefeuille titre. Ici d'ailleurs, la douane a beau être désaffectée depuis longtemps, on préfère être discret, et si les boîtes aux lettres portent la mention « pas de publicité », elles n'indiquent pas en revanche le nom des propriétaires.
Oui, équité sociale contre recherche de compétitivité, la France est décidément plongée dans le débat. Voici un rapport dont vous allez sans doute beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent. Le rapport Candesu, du nom de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Il a été commandé par Nicolas Sarkozy, qui veut même l'éditer en livre de poche. Tonalité générale, la France est en panne, elle est en train de décrocher, car elle ne travaille pas assez. Vincent Fourcade, Nadine Picard. Un rapport potentiellement explosif. 5 mois de réflexion, une vingtaine d'experts mobilisés et cet avertissement, la France n'aurait qu'une dizaine d'années devant elle pour éviter un décrochage économique irréversible et une croissance en chute libre. Il faut sans tarder changer de trajectoire. Il nous faut sans tarder un sursaut. Et pour l'ancien patron du FMI, ce sursaut de la France passerait avant tout par une vaste réforme du monde du travail. Il propose ainsi la suppression des actuels CDI et CDD au profit d'un seul type de contrat. Ces conditions de rupture seraient fixées à l'avance. Quant à la protection du salarié, elle se renforcerait avec l'ancienneté. Autre piste avancée dans ce texte, la création d'un système de bonus-malus qui permettrait de taxer davantage les entreprises qui licencient. Ce rapport pointe également le sous-emploi massif des salariés les plus âgés, les chômeurs de plus de 55 ans qui peinent à réintégrer le monde du travail. C'est pas par hasard que dans la tranche des 55-64, en France on est un des derniers pays de l'OCDE avec la Belgique, 34,6% des gens sont en activité. 2 impératifs selon le document, les seniors doivent donc travailler plus longtemps, certains pourraient même cumuler retraite et salaire. De simples pistes de réflexion saluées par le patronat et le gouvernement, les syndicats, eux, dénoncent en chœur une nouvelle attaque en règle contre le droit du travail. Et le PS, lui, dénonce un rapport caricatural présenté sur commande pour Nicolas Sarkozy et qui reprend les orientations du ministre. Fin de citation. Justice, je vous le disais, le couple qui avait laissé un ami ivre à reprendre la route a été relaxé par le tribunal de Nancy. L'homme en question avait provoqué un accident mortel et les proches des victimes avaient porté plainte. Ils estiment qu'il fallait empêcher le conducteur de s'asseoir au volant, au besoin en appelant la police. Les juges n'ont donc pas retenu leurs arguments. Aurélia Guillemin, Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. C'est une femme lavée de tout soupçon qui quitte la salle d'audience. On est très contents. Voilà, la justice a fait son travail. C'est bien. Ça dure depuis 4 ans, vous imaginez la pression, et voilà. Et aujourd'hui, c'est fini. Depuis février 2001, Angélique Fraisse et son mari étaient poursuivis pour ne pas avoir su empêcher la mort de 5 personnes dans ce terrible accident, car le chauffard ivre sortait de chez eux. Aujourd'hui, le tribunal a clairement mis fin à toute accusation. Le seul reproche qui leur était fait et qui était de ne pas avoir appelé la police ou la gendarmerie ne peut pas leur être fait parce que la loi ne prévoit pas d'obligation de dénonciation en pareille hypothèse. La loi strictement appliquée et les proches des victimes de l'accident déboutés. Mais pour eux qui ont perdu 4 des leurs dans le drame, le jugement rendu aujourd'hui n'est pas l'essentiel. Contrairement à ce qu'on a pu dire, on ne cherchait pas à tout prix un coupable. De toute façon, le coupable, on savait très bien qui c'était. On cherchait à aller plus loin pour gagner du terrain sur le plan de la sécurité routière. Un message que les proches d'Angélique Fraisse, les premiers, disent avoir écouté et entendu. Ça va être un choix, même nous qui reçoit aujourd'hui, on va dire, écoutez, vous vivez d'accord, et qui c'est qui reprend le volant. Il va falloir qu'on mette un halte là, même nous personnellement. Angélique Fraisse, en tout cas, se serait volontiers passée de ce rappel à l'ordre. Elle qui, il y a 12 ans déjà, était victime d'un chauffard ivre. Un couac pour la sécurité routière qui vient de lancer, vous le savez, une campagne à la télévision. Sur l'un des films présentés, un enfant a reconnu son père, toujours hospitalisé aujourd'hui. Le garçon a été très choqué. Sa famille ignorait complètement que l'accident allait être utilisé pour une campagne. Elle envisage de porter plainte. Valérie Fourniou, Yann Jiquel. Deuxième victime. Ce spot de la prévention routière, vous l'avez sans doute vu sur notre antenne. Ce n'est pas du cinéma, cet accident a eu lieu cet été en Seine-et-Marne, faisant 8 blessés. Parmi elles, un homme. Selon sa famille, aucune autorisation n'a été demandée pour utiliser son image. Dimanche, le fils âgé de 11 ans a reconnu son père et s'est trouvé replongé dans le drame. Mon petit garçon m'a interpellé en me disant maman, c'est papa, il a son accident, viens voir. Il était très agité. Il a téléphoné à son papa pour lui dire papa, tu passes à la télévision dans ton accident, c'est affreux.
Maladresse ou dérapage, quoi qu'il en soit, la famille envisage de porter plainte. Hormis les manquements aux règles générales du droit, il y a quand même, je pense, pour un organisme qui est la sécurité routière, un manque évident d'humanité. Les professionnels aimeraient que la sécurité routière pense elle aussi à la vie des proches après l'accident. Les victimes d'un événement grave sont plongées dans une détresse psychique importante, à la fois les victimes directes et leurs familles. Donc, de se trouver confrontées à des images auxquelles elles ne sont pas préparées peut les replonger dans une détresse psychique importante. La sécurité routière a publié un communiqué où elle tient à présenter ses plus sincères regrets quant à la diffusion de ces images qui ont pu heurter une famille touchée par le drame routier et lui apporter son soutien. Et puis, toujours à propos de sécurité routière, sachez que la possibilité d'asseoir 2 enfants de moins de 10 ans sur une place adulte dans la voiture sera supprimée l'an prochain, et ce dans le cadre de la transposition d'une directive européenne sur la ceinture de sécurité. La poursuite du procès de Stefan Kraut devant la cour d'assises de Metz. La parole était aujourd'hui aux experts. Ils ne croient pas à la version de l'accusé selon laquelle il aurait percuté sa victime par accident. Agnès Gardet, Guillaume Viard. Ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réaliser grand-chose, a lancé Stefan Kraut à la cour, presque naïvement. Les experts lui rafraîchissent la mémoire pourtant depuis hier. Les médecins légistes d'abord. Certes, l'autopsie du corps de la victime n'a pas livré beaucoup de détails. Stefan Kraut et sa compagne Péroline l'ont en partie brûlé. Les légistes ont néanmoins une certitude. On ne pourra probablement jamais dire de manière précise de quoi elle est morte. Par contre, on peut dire de manière certaine qu'elle n'est pas morte de l'accident en tant que tel. Et les experts techniques de la gendarmerie ont enfoncé le clou cet après-midi, au cours d'un long exposé. Pour la partie civile, leurs conclusions sont sévères. Quelle que soit la vitesse à laquelle roulait Stefan Kraut, il aurait pu éviter la collision avec la jeune cycliste. Alors a-t-il volontairement percuté Karine Schaaf? Quand et comment est-elle morte? Question lancinante pour la famille. Ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment elle est morte. Si elle est morte dans l'après-midi, si elle est morte dans la nuit, si elle est morte quand, et ça, je crois qu'on ne le saura jamais. Ce monstre, il changera tout le temps de version, il ne vous dira jamais la vérité. Après les experts, les témoins, Marc Agier par exemple, le premier arrivé sur les lieux le jour des faits. J'ai vu une voiture blanche et de l'agitation autour, et lorsque je me suis approchée, le conducteur là s'est lancé dans une marche arrière. L'avocat général l'interrompt. Il vous a donné l'impression de prendre la fuite? Oui, c'est ça, exactement ça, a-t-il répondu. Autre procès en cours, celui de Marie-Christine Atouillant, cette nourrice de 34 ans jugée pour la mort d'un bébé dont elle avait la garde, on l'évoquait hier. Depuis hier soir, là encore, ce sont les experts qui sont appelés à la barre. Ils ont mis à mal la thèse de l'accident. La jeune femme, rappelons-le, affirme que le nourrisson est tombé, mais pour eux, il y a eu violence. La Cour a aussi établi qu'un autre enfant confié à sa garde, auparavant, avait été admis à l'hôpital avec de nombreux hématomes. Des psychologues appelés à la rescousse dans une école de Toulouse. Vendredi dernier, plusieurs dizaines d'enfants ont été les témoins d'un fait divers, un règlement de compte à coups de fusil, juste devant l'établissement. Et depuis, ils sont très choqués. Isabelle de Lyon, David Bresse. Aujourd'hui encore, les enfants restent sous le choc de ce règlement de compte criminel. Vendredi soir, sous leurs yeux, juste en face de leur école, un homme cagoulé en a blessé grièvement un autre à coups de fusil. Il arrive, il dit au monsieur... bouge pas, sinon je te tire dessus. Et ensuite il tire dessus et après il part. On a vu tirer et après on est rentré chez nous parce qu'on a eu peur. 2 psychologues ont été dépêchés pour aider les enfants à exprimer leur angoisse. L'école est située dans un quartier sensible. L'entrée face à un immeuble désaffecté, bien connu des trafiquants de drogue. Il se blesse à coups de couteau, des fois il crie le soir. La violence, il la voit tous les jours dans la rue, avec ce qui se passe devant l'école, ces jeunes qui rôdent devant l'école. Et la violence, elle commence là pour eux. Les réunions de crise se succèdent. Cet après-midi, avec la police. Pour les enseignants, c'est l'événement de trop. Ça nous a fait un stress terrible. Donc nous, on a besoin que l'école elle soit sécurisée, que les pouvoirs publics prennent en compte ce qui s'est passé et voilà. Début de réponse, une voiture de police stationne le soir à la sortie de l'école. Mais les enfants que nous avons interrogés cet après-midi le disaient tous, ce qui se passe ici, c'est pas normal.
La loi sur la laïcité à l'école suite. Premier conseil de discipline aujourd'hui depuis la rentrée. Le cas de 2 collégiennes de Mulhouse qui ont refusé d'ôter leur voile est examiné en ce moment même. Une rentrée qui, rappelons-le, s'est globalement bien passée. Sur tout le territoire français, 7 autres élèves, pas plus, vont passer en conseil de discipline. 63 autres sont encore dans une phase de dialogue. Et puis en ce qui concerne les turbans des sikhs, à noter que 3 lycéens de Bobigny ont décidé de recourir au tribunal administratif après avoir été exclus de leur établissement. Le racisme et l'antisémitisme menacent la démocratie française. C'est la conclusion de l'écrivain Jean-Christophe Rufin, à qui le ministère de l'Intérieur avait commandé un rapport sur le sujet. Jean-Christophe Rufin qui préconise notamment une loi spécifique sur le sujet et pour qui certaines formes d'antisionisme doivent être assimilées à du racisme. Le gouvernement se réserve la possibilité de reprendre certaines de ses propositions, notamment l'amélioration de l'outil statistique. Dominique de Villepin a tout de même indiqué en marge de cette présentation que les actes de racisme et d'antisémitisme connaissaient une décrue significative ces 3 derniers mois après un pic de violence en mars et en avril. À tous les niveaux, les initiatives sont nombreuses. Exemple, le ministère de l'Éducation encourage les enseignants à montrer en classe à leurs élèves le film ou des extraits du film de Claude Lanzmann, Shoah. À Paris, reportage Florence Griffon, Madi Diawara. Jetzt sind immer mehr Menschen gekommen, immer mehr Menschen, die nicht getötet werden konnten. C'est un ancien SS qui parle, un officier du camp de Treblinka. Eux sont en première, la cruauté de certains détails les stupéfie. Jüdische Frauen, die haben ihren Töchtern in der Nacht die Adern geöffnet, sich selbst. Mais avez-vous remarqué la parfaite égalité du mort du SS qui raconte le massacre? Il n'a pas, tant d'années après, il n'a pas le moindre remords. Charles Baron a connu la déportation. 3 ans. Son témoignage complète l'enquête de Lanzmann et suscite une foule de questions. Est-ce que c'était chacun pour ça ou il y avait la solidarité entre les prisonniers? Alors la solidarité, elle était très sélective. Il n'y a pas de solidarité générale, je n'en ai pas connu. Mais encore fallait-il avoir quelque chose à partager. La Shoah, ils l'ont déjà étudiée au collège, mais le témoignage d'un survivant associé à la force de l'image décuple leur émotion. C'est poignant, quoi. Et on se dit, bon, tout le monde le ressent, mais quand on dit en plus on est d'origine juive, ben, j'ai l'impression, je me dis que ça aurait pu être mes grands-parents. Les propos contre les juifs, j'en ai entendu plein, mais des trucs impensables. Donc pour moi aussi, c'était des juifs, c'était des gens qui n'étaient pas bien, mais quand j'entends tout ça, je dis, mais c'est faux en fait. Parce que c'est des gens qui, franchement, ils ont souffert. Rappeler l'histoire pour faire taire l'antisémitisme et le racisme, c'est justement le but de l'exercice. Il y a beaucoup d'élèves qui identifient, j'allais dire, ce qui s'est passé pendant la période nazie avec le conflit israélo-palestinien. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas faire d'amalgame. Éviter les amalgames, lutter contre les préjugés, c'est aussi le message de Charles Baron. Un message qui passe tellement bien qu'à la fin de la séance, la plupart des élèves ont bien de la peine à le quitter. À l'étranger, encore un typhon très puissant. Cette fois, c'est le Japon qui a été touché. Pluie torrentielle, bourrasque de plus de 140 km/h. Un typhon énorme, le plus violent depuis 10 ans selon les spécialistes. Il y a au moins 6 blessés. Comme les Caraïbes, la zone Asie-Pacifique a connu cette année une saison particulièrement instable. La campagne électorale aux États-Unis, après l'Irak, après l'économie, un nouveau thème assez inattendu s'est invité dans les débats. La grippe, ou plus précisément la pénurie de vaccins contre la grippe. Les démocrates y voient le signe des failles du système de santé. Pascal Golomer, Tristan Lebras sur place. Du numéro 1 au 460, venez par ici s'il vous plaît. À chacun son numéro, comme à la loterie. Mais tout ce qu'il y avait à gagner hier à McKinney au Texas, c'était un vaccin contre la grippe. Depuis une semaine, les télévisions américaines nous montrent ces files d'attente interminables devant les cliniques ou les pharmacies. Des milliers de personnes âgées surtout, qui craignent cette année de ne pas pouvoir être vaccinés. C'est vraiment honteux qu'on doive subir une telle torture. Car il y a pénurie. Le principal fournisseur a eu un problème de contamination bactériologique. Du coup, les Américains n'ont plus que la moitié des doses prévues. Et l'affaire est devenue un thème de campagne, évidemment.
Hier en Floride, lieu de villégiature préféré des retraités, John Kerry n'a pas manqué d'accuser l'administration Bush de négligence. Si c'était Halliburton qui devait fournir le vaccin, il y aurait plus de doses en Floride que d'oranges. Et d'embrayer à la télévision avec un nouveau spot de pub qui ne fait pas dans la dentelle. Pénurie de vaccins, le problème n'est pas réglé. Encore un exemple du désastre Bush, il est temps de changer de direction. Mercredi dernier, lors du débat télévisé, George Bush avait été questionné sur le sujet. Et il n'avait trouvé qu'une solution au problème, un appel à ses concitoyens. Si vous êtes jeune et bien portant, ne vous faites pas vacciner cette année. Pendant ce temps, le ministère de la Santé tente de trouver de nouveaux fournisseurs. Et c'est la France qui va venir à la rescousse des retraités américains. Les laboratoires Pasteur vont envoyer au plus vite 22 millions de doses. Mais cela, aucun des deux candidats ne l'a encore mentionné. Comme chaque soir, on s'arrête sur les États-Unis en campagne. On dit que les Français sont attachés à leur voiture, mais que dire des Américains? Et la course folle des prix du pétrole n'y changera rien. Envoyés spéciaux Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Melin. La grosse voiture américaine consommant à peu près l'équivalent d'un char AMX, l'essence à plus de 2 $ le gallon, c'est un souci. Pour les économistes, c'est même une menace sur la reprise de l'économie américaine. Une économie où la bagnole joue un rôle capital, d'autant qu'aux États-Unis, sans machine à 4 roues, rien n'est possible. Vous devez avoir une voiture aux États-Unis, et spécialement à Houston, Texas. Et vivre sans voiture? Non, pas moyen. Gros consommateurs de hamburgers et d'énergie, les Américains gaspillent chaque année l'équivalent de 120 millions de barils de pétrole dans les embouteillages. À eux seuls, ils consomment un quart de l'énergie mondiale. Dans ce contexte, les écolos étoilés ont du mal à imposer la chasse au gaspillage ou à la pollution. Et pourtant, la pollution... Oh, man. Ouais, mec. Houston, c'est la ville de la pollution. Vous n'êtes pas effrayé par la pollution que génèrent toutes ces voitures? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis béni par Dieu. Pour régler les problèmes, les Américains comptent sur Dieu et les progrès de la science. J'ajouterais qu'acheter une voiture est un acte civique. La démonstration que rien ne pourra jamais détruire l'American Way of Life et l'infernale progression des ventes de 4x4. On en vend beaucoup au Texas, l'État est très étendu, il y a des autoroutes mais aussi des chemins de terre, alors ici le 4x4 c'est parfait. Au Texas, justement, les voleurs d'auto risquent 2 à 5 ans de prison, les voleurs de bétail 20 ans. De là à conclure que la voiture est moins sacrée que le cheval, j'émets des réserves, surtout quand on voit ce qui se passe à Surfside Beach. La plage est envahie par de sculpturales déesses d'acier dont le seul tort est de ne pas savoir nager. Bon appétit! À propos de plage, de bouffe et de bagnole, sachez qu'en Amérique, on peut rester derrière son volant, même pour acheter des médicaments. C'est assez pratique. Surtout quand on est malade, ça évite de sortir dehors et de prendre froid. Et ouais, tout en voiture. De toute façon, dans ce pays aux interminables banlieues, marcher est réservé aux martiens. Le piéton est considéré comme suspect. La géographie des États-Unis a été façonnée par et pour l'automobile. Cela étant, revenons au prix du carburant pour dire qu'à 2 $ et quelques le baril, rouler aux États-Unis coûte beaucoup moins cher qu'en France. Oui, mais vous savez, quand on traverse la France, on ne change jamais de fuseau horaire. Et puis des nouvelles de Bill Clinton, un mois et demi après son quadruple pontage coronarien. Il est en convalescence dans sa maison de l'État de New York, mais une convalescence plus lente que prévu, a affirmé sa femme Hillary Clinton. Il ne devrait donc pas participer au dernier meeting de campagne comme il l'espérait. L'automobile toujours version sociale, 6e jour de grève en Allemagne à l'usine Opel de Bochum. Rappelons que le groupe vient d'annoncer la suppression de milliers d'emplois dans le pays. Les salariés ont cessé le travail depuis jeudi. Ils manifestent aussi presque tous les jours. Une grève spontanée, c'est très rare en Allemagne. Les syndicats semblent débordés par leur base. Santé, les Français sont-ils en train de devenir responsables? Nous étions, et nous sommes encore d'ailleurs, les premiers en Europe pour la prise d'antibiotiques, mais la courbe s'inverse, c'est confirmé, la consommation a baissé de 16% en 2 ans, c'est ce qu'annonce l'assurance maladie. Reportage Nathalie Sapena, Thierry Breton. Le consommateur type d'antibiotiques, c'est lui, Julien, 2 ans, gardé en crèche. Il y a encore quelques années, son gros rhume lui aurait valu une bonne semaine d'antibiotiques. Aujourd'hui, une cuillère de sirop fait l'affaire. Et pour l'instant, il n'a pas d'antibiotiques? Non, non, pas du tout. Que du sirop et des suppos. Chez les moins de 15 ans,
La consommation d'antibiotiques dégringole. Moins 23% en 2 ans, cela fait 3 millions d'ordonnances en moins. Il est vrai que les habitudes changent. De plus en plus de médecins prélèvent quelques cellules de la gorge pour savoir si l'angine est bactérienne ou virale. Le test prend 2 minutes et détermine le traitement. Apparemment c'est viral. On n'a pas d'antibiotiques, ma fille. La Sécu fournit gratuitement ce test aux médecins qui le demandent. 60% d'entre eux sont équipés. Elle va rater quelques contrôles. Après, c'est difficile à rattraper. Je comprends que par confort, on dit oui, c'est mieux. Il vaudrait mieux avoir des antibiotiques. Mais on connaît quelles sont les mauvaises conséquences. Et la principale conséquence de cette surconsommation d'antibiotiques, ils sont moins efficaces et ne tuent plus les bactéries qui deviennent résistantes. Le pourcentage de pneumocoques résistants, le pneumocoque est le premier germe que l'on retrouve dans les otites, dépasse 60%. Et il nous reste très peu d'antibiotiques actifs contre ce germe. Et ces antibiotiques? Non. Donc t'es pas malade. Chez les adultes aussi, la campagne fait mouche. En 2 ans, près de 7 millions d'ordonnances en moins. Une baisse de 16% de la consommation d'antibiotiques. Encore insuffisant, on reverra donc cet hiver les spots de la sécurité sociale. T'as l'air malade. T'es sous antibiotiques? Non. Il est pas malade alors. Nouvelle opération coup de poing des handicapés aujourd'hui. Cela s'appelle la Journée pour la France accessible. Elle est organisée par l'Association des paralysés de France et elle montre le décalage entre le discours et la réalité. Il est encore et toujours très difficile de circuler ou de trouver sa place quand on est en fauteuil roulant. À Marseille, reportage Isabelle Stess, Benoît Jourdan. Là, pas la route, hein. C'est le seul moyen. Accéder au trottoir en fauteuil roulant relève déjà du parcours du combattant. Jean, 50 ans, dont 38 en fauteuil roulant. Sur cette grande artère de Marseille, il n'a d'autre choix que de circuler sur la chaussée et sur 200 mètres. Les exemples d'incivisme ne manquent pas. Les gens, ils se gardent n'importe où, quoi. Et notamment sur les bateaux. Pardon, madame. Et lorsque Jean peut enfin circuler sur le trottoir, pardon, excusez-moi, il n'est pas au bout de ses peines. Pardon. Entre les travaux et les voitures, Jean ne se décourage pas, mais il ne sait jamais s'il pourra arriver à destination. Là, c'est fini. Il faut que je repose chemin et que je passe par la route. Voici le quotidien des personnes handicapées dans une ville inadaptée à leurs besoins. Le trottoir, pour monter comme il faut. Je suis obligé de se mettre au risque de tomber. Voirie, lieu public, Marseille a un taux d'accessibilité inférieur à 30%. La hauteur doit être de 2,5 cm d'accessibilité. Les trottoirs qui sont en réfection ne sont pas aux normes. C'est devant l'Alcazar qu'ils se sont rassemblés. Dans la nouvelle bibliothèque, la municipalité a facilité l'accueil des handicapés, mais l'accès reste difficile. Il ne sert à rien que d'avoir un appartement parfaitement aménagé, parfaitement adapté, si quand on descend de chez soi, il y a une voiture garée devant son entrée. Quant au bus, avec une seule ligne équipée, Marseille reste dans la moyenne nationale. En France, 90% du réseau est inaccessible. Oui, et pour l'association, seules 3 capitales de région ont fait les efforts minimums, Strasbourg, Besançon et Bordeaux. Et puis on a appris aujourd'hui la disparition de Michel Gilibert, tétraplégique depuis un accident d'hélicoptère. Il avait été secrétaire d'État aux handicapés à la fin des années 80. Il s'est éteint chez lui en Saône-et-Loire. Il avait 59 ans. Le 50e anniversaire du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, nous en parlions hier. Les cérémonies se sont déroulées aujourd'hui à Genève en présence de Jacques Chirac, le président de la République qui a affiché sa volonté de faire de la recherche une priorité européenne. Après un déjeuner à Gex, au pied du Jura, le chef de l'État a déclaré qu'en matière de prix Nobel et de brevets, l'Europe perdait du terrain dans des proportions alarmantes. Ne prenons pas de retard, a-t-il ajouté. L'environnement avec des plantes au service du traitement des eaux usées. C'est une technique étonnante mais assez ancienne appelée phytorestauration. Les végétaux servent de filtre à épuration. À Honfleur dans le Calvados, elle est utilisée cette technique à grande échelle depuis quelques semaines. Reportage Florence Mavic, Jean-Marc Nouknouk. Reliquats de vaisselle sale, chasse d'eau, lessive, voici un aperçu peu ragoûtant de la vie quotidienne des 26 000 habitants de Honfleur et de ses environs. Les eaux usées sont recyclées ici, dans cette station d'épuration unique en France. Derrière les cuves de traitement classiques, surprise, on découvre une prairie, des étangs. C'est une usine de dépollution vivante, 100% végétale. Le principe est vieux comme Hérode.
On sélectionne certaines plantes pour purifier les eaux à travers un dédale de canaux. Saule, Typha, Carex, chaque plante absorbe au passage sa ration de substances toxiques. Leçon de choses au milieu des roseaux. Ces radicelles et ces racines creuses qui amènent directement de l'oxygène permettent de désinfecter, donc de détruire les germes, les polluants, les salmonella. Et des horreurs, ils envoient passer les roseaux. Vous avez toutes les eaux des toilettes qui vont donc on a aussi des antibiotiques, on a plein de nouveaux types de polluants. Les impuretés, les roseaux adorent, ils s'en nourrissent. Ils digèrent lentement et sans odeur les bouts d'épuration dont les élus ne savent généralement que faire. Ici, les boues vont servir aux communes qui ont créé cette station et vont devenir en l'espace d'une dizaine d'années un terreau directement utilisable. Au bout du circuit, une eau 10 fois plus propre que les normes fixées par la réglementation européenne. Mais les plantes, mini-usines de dépollution, ne sont pas la solution miracle. Plutôt économique à l'usage, cette station écologique aime les grands espaces et les communes faiblement peuplées. Ce n'est pas demain la veille que ce procédé prendra racine dans notre jungle urbaine. Cinéma pour terminer avec la sortie demain de Genesis. Vous vous souvenez sans doute de Microcosmos sur la nature et l'infiniment petit. Eh bien cette fois les mêmes réalisateurs ont choisi d'expliquer la naissance de l'univers et de s'attarder sur les mystères de la vie. Beaucoup d'animaux et des images époustouflantes. Pascal Deschamps, Patrick Voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici sans doute à quoi ressemblait notre ancêtre il y a 400 millions d'années. Un poisson suffisamment curieux pour se risquer hors de l'eau. Les deux réalisateurs ont surpris son descendant, le périophthalme, à Madagascar, après 3 semaines de planque. Ce poisson, il est en même temps très émouvant parce que c'est un conquistador, un pionnier. Il sort de l'eau, il a presque rien pour marcher, des nageoires un peu musculeuses. Et puis en même temps, il a un côté un peu charlot parce que marcher avec des nageoires, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est comme lorsqu'on sort de l'eau, vous savez, avec des palmes, on se casse toujours la figure. De drôles de bestioles pour nous raconter une drôle d'histoire, la nôtre. Celle de l'univers et de l'apparition de la vie, sous toutes ses formes. D'abord la terre et l'eau, puis les êtres vivants, tous liés, tous issus de la même famille. Une histoire contée par un griot africain, au langage poétique, accessible à tous. Nous nous ressemblons tous comme des jumeaux, car nous sommes comme des filets d'eau jaillissant de la même source. La vie filmée dans toutes ses manifestations, plus ou moins mystérieuses, comme la parade d'amour des crabes violonistes après l'élimination du rival. On va chez toi ou on va chez moi? Allez, on va chez toi. C'est pas une chose évidente, la sexualité n'a pas toujours existé, elle est apparue à un moment. Avant, quand on était constitué d'une seule cellule, pour se reproduire, on se divisait en deux, puis un jour la sexualité est arrivée, et aussi l'amour. Pendant 1h20, les animaux dansent devant la caméra la danse de la vie et de la mort. Être vivant, c'est tisser un lien entre une fin dont on ne connaît rien et un début qu'on a tous oublié. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, de la douceur et du vent. 20h55, Accran, 2 ans après, second et dernier volet. 1h20, dernier journal, Jean-Claude Renaud, des 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra le ministre de l'écologie, Serge Lepelletier. On se quitte sur ces images d'un saut un peu fou, celui d'un Autrichien adepte d'émotions fortes. Il s'est jeté dans ce gouffre profond de 760 mètres. Il a ouvert son parachute au dernier moment, dans le noir, et au jugé, après 7 secondes de chute libre. Et comme on dit, n'essayez surtout pas de faire la même chose. À demain.